Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce cours 5 de maths 0600, session hiver 2021. Donc on est parti pour cette première partie du cours 5 sur les matrices, deuxième partie. Bon, alors je préfère le dire tout de suite, j'ai eu un petit souci d'enregistrement ce matin, heure française, qui fait qu'il va y avoir peut-être un petit retard sur l'arrivée de cette vidéo. Donc du coup, pour éviter que ce retard ne s'amplifie, vous allez me voir manger pendant cette séance, puisque bon, pour ma part, il est l'heure de manger. Mais c'est juste pour essayer de faire en sorte que la vidéo arrive le plus vite possible et ne pas avoir trop de soucis avec la mise en ligne et tout ça. Enfin, j'espère que ça va bien se passer. Mais bon voilà, j'essaie de faire au mieux pour que ça intervienne le plus tôt. Donc voilà, je vais prendre mon premier sandwich et puis vous me verrez manger pendant tout le long de cette séance. Donc voilà, ne soyez pas trop surpris là-dessus. Donc, on va commencer par quelques rappels sur les matrices. Déjà, une matrice c'est quoi? Une matrice, c'est un tableau. De taille n fois p. Donc de cette forme, M11, M1P, MN1, MNP. Ok, donc on a affaire à ce genre de tableau. On peut écrire de manière condensée, comme ceci. Et c'est un tableau de nombres, donc parmi les nombres que vous connaissez bien, les réels. Ok, donc voilà, la première chose c'est ça. Alors, les matrices, qu'est-ce qu'on avait pu en faire? On a pu faire des additions. Donc, les opérations que nous connaissons pour l'instant sur les matrices sont le fait d'additionner des matrices. Donc, je vais vous faire un petit exemple vite fait. Donc voilà. Alors si j'additionne ces deux matrices, je dois additionner suivant l'emplacement que j'ai dans les deux tableaux, sachant que je n'ai le droit d'additionner les matrices que si elles sont de même taille. Donc n fois p. Là ici, 2 fois 3. 3 fois 2, pardon. 3 lignes, 2 colonnes. Donc, 2 moins 2, 0. 3 moins 3, 0. 1 plus 2, 3. 5 plus 1, 6. 1 plus 4, 5. Et 3 plus moins 1, 2. Voilà la matrice que j'obtiens en additionnant ces deux-là. Ok, donc on a vu qu'on pouvait multiplier, on a vu qu'on pouvait additionner, on a vu qu'on pouvait multiplier par un nombre réel. Donc, par exemple, si je fais 3 fois la matrice 1, 2, 3, 4, moins 1, 2, j'obtiens la matrice suivante. Donc je dois faire 3 fois chaque entrée. Donc 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12, moins 3 et 6. Donc voilà la matrice que j'obtiens en multipliant par 3. Ok? Et on a vu que ces opérations donnaient une structure d'espace vectoriel. Ok, donc les matrices, comme les vecteurs, admettent une structure d'espace vectoriel. D'accord? Donc dans le sens où l'addition par rapport à la multiplication par un réel, ça se distribue, il y a bien des choses qui sont sympas, qu'on a déjà vu sur les vecteurs, qui marchent aussi sur les matrices. Très bien. Et puis on a vu une autre opération qui était loin d'être simple, qui est la multiplication
de deux matrices A fois B. Alors attention, je rappelle, A appartient à MNP et B appartient à MPQ. Donc autrement dit, le nombre de lignes de la matrice B doit être égal au nombre de colonnes de la matrice A. Ok? Sinon la multiplication n'est pas licite. Donc on va faire un petit exemple, vite pour se remettre dedans. Disons 2, 3, 1, moins 1, 4, 5, avec 1, 2, 3, 4, 2, 1, moins 1, 5, 0. Donc remarquez que je ne peux pas faire la multiplication dans l'autre sens. Ok, on avait vu que la multiplication pour la matrice n'est pas commutative. Ok, autrement dit, je ne peux pas faire B fois A. Il y a des fois je peux faire A fois B, mais je ne peux pas faire B fois A. Il y a des fois je peux faire B fois A, mais je ne peux pas faire A fois B. Et quand je peux faire les deux calculs, il est très souvent, il arrive très souvent que A fois B soit différent de B fois A. Ok, alors bon, on est parti. Alors pour faire le calcul, je fais juste le schéma pour une ligne, une colonne. Vous pouvez le refaire en entier. Et donc là, je réécris juste le calcul que je vais faire pour cette entrée-là. Je vais obtenir 2 fois 1, plus 3 fois 2, plus 1 fois 3. Ok? Donc on se rappelle que ce genre de calcul, ça revenait un peu à la même chose qu'un produit scalaire. Donc, 2 plus 6, plus, donc 2 plus 6 ça fait 8, 8 plus 3 ça fait 11. Donc j'obtiens 11. Bon maintenant, pour les autres, je vais directement vous dire le calcul qu'il faut faire et puis je vais donner le résultat. Je ne vais pas les faire. Donc pour l'entrée d'à côté, je dois faire 2 fois 4, plus 3 fois 2, plus 1 fois 1. Donc 1 fois 1 ça fait 1, 3 fois 2 ça fait 6, donc ça fait 7. 2 fois 4 ça fait 8, 8 et 7, 15. Celui d'à côté, 2 fois moins 1, plus 3 fois 5, plus 1 fois 0. 1 fois 0 ça dégage, 3 fois 5 ça fait 15, et 15 moins 2, 13. Suivant, moins 1 fois 1, plus 4 fois 2, plus 5 fois 3. Ok? Donc 5 fois 3, 15, 4 fois 2, 8, 8 et 15, 23, 23 moins 1, 22. Le suivant, moins 1 fois 4, plus 4 fois 2, plus 5 fois 1. 5 fois 1, ça fait 5, 4 fois 2, ça fait 8, 8 et 5, 13, 13 moins 4, ça fait 9. Et enfin, moins 1 fois moins 1, plus 4 fois 5, plus 5 fois 0, donc 5 fois 0 ça dégage, moins 1 fois moins 1 ça fait 1, 4 fois 5 ça fait 20, 20 et 1, 21. Donc voilà le résultat final de ce calcul, c'est cette matrice-là, ok? Donc cette matrice-là, 2 fois 3, ok? Donc voilà, juste pour se remettre dans le bain, comme on fait le calcul de produit, etc. etc. Bon. Ok, alors, de cette multiplication, on a vu quelques petites propriétés, notamment le fait qu'elle se comporte bien avec l'addition. Et puis bon, bah, on avait envie qu'il se passe un peu la même chose que pour les nombres réels, c'est-à-dire que on a bien envie qu'il y ait un 1, c'est-à-dire une matrice, telle que si je multiplie à gauche ou à droite de n'importe quelle autre matrice, j'obtiens la matrice de départ. Bon bah oui, il existe ce genre de matrice. Donc en effet, il existe une matrice unique, notée IN, telle que, si je me réduis aux matrices carrées, donc pour... excusez-moi, je m'emballe avec les notations, telle que pour toute matrice A carré de taille n, nous avons
A fois cette matrice égale cette matrice fois A égale A. Et cette matrice IN, on l'a appelée l'identité. C'est la matrice identité avec que des 1 dans la diagonale et ailleurs des 0. Donc IN, c'est égal à une matrice comme ça, de taille NN, avec que des 1 dans la diagonale et des 0 ailleurs. D'accord? Et ça s'appelle la matrice identité. Donc voilà, juste pour les exemples, I2, 1, 0, 0, 1, I3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bon, et puis comme pour la multiplication avec les nombres réels, on a aussi envie de parler d'inversibilité. C'est-à-dire on a aussi envie de faire l'inverse d'une matrice. Ok? Juste pour une question de structure un peu similaire au nombre qu'on connaît. Bon, bah, il se trouve que c'est pas aussi simple que cela. Donc on ne peut pas inverser n'importe quelle matrice. Et donc on va donner une définition propre. Rappelez la définition propre. On dit que M est inversible. C'est une matrice carrée, hein, bien sûr. Si et seulement si, que je vais écrire SSI, il existe une matrice N dans Mn de R telle que M fois N est égal à N fois M est égal à l'identité. Donc le 1, si vous voulez. Et dans ce cas-là, si elle est inversible, alors M égale M moins 1 et son inverse. Bon, et puis on a vu que déterminer l'inverse d'une matrice, enfin déjà, savoir si une matrice est inversible ou pas, c'est pas quelque chose de si facile à vérifier. Et ensuite, déterminer son inverse, bah ça l'est tout aussi difficile, puisqu'on se retrouve avec un certain nombre d'équations à vérifier, si on fait de manière piétonne, sans forcément faire très attention aux autres propriétés que nous allons voir à présent. Ça a l'air d'être loin d'être quelque chose de facile. Donc la question qu'on va se poser à partir de maintenant, et ce cours va en bonne partie y répondre, la question qu'on va se poser, c'est comment savoir si M dans Mn de R est inversible, et si oui, comment déterminer une inverse. Enfin, là, son inverse. Il n'y en a qu'un seul. Désolé. Donc, son inverse. Donc voilà, nous en étions là. Et donc, ce cours sur l'algorithme de Gauss-Jordan va permettre de répondre à cette question. Alors, l'algorithme de Gauss-Jordan, il se trouve que c'est quelque chose qui existait depuis bien longtemps en Chine, en fait, chez les Chinois. Ils avaient déjà cette méthode dans des types de résolution de systèmes, d'équations. C'est Gauss, justement, aidé probablement de Jordan, ou Jordan a dû ajouter quelque chose, mais j'ai plus la référence en tête, qui a rendu la version moderne, la version qu'on connaît bien de l'algorithme de Gauss-Jordan applicable dans tout, et puis qui l'a officialisé, on va dire, en termes de calcul mathématique et tout ça. Donc bon, l'histoire, c'est quand même quelque chose d'assez vieux, en fait, mais qui a été écrit sous une forme moderne il y a si peu de temps, il y a peu de temps de ça. Donc, on va lancer sur des motivations
Motivations qui vont se présenter sous la forme de problèmes. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner 2 problèmes. Et on va les résoudre. Donc ces problèmes, ça va amener à des systèmes d'équations. Et on va résoudre ces systèmes d'équations d'une certaine manière. Et cette manière, ça sera justement l'application de l'algorithme de Gauss-Jordan. Ok, des applications de l'algorithme de Gauss-Jordan. Très bien, alors c'est parti pour le premier problème. Encore une fois, désolé. Il est midi, moi. J'ai un peu de mal. Comme je l'ai dit, j'ai eu un souci avec l'enregistrement et j'aurais aimé vous proposer la première partie déjà assez vite, mais malheureusement, souci technique non seulement pour moi qui ai fait l'enregistrement, mais en plus, pendant, non seulement la technologie, mais moi-même aussi. Bon, bref, il y a eu un mélange, donc c'était un peu fouillis. Et je voulais refaire cet enregistrement, donc s'il faut refaire cet enregistrement, c'est que ça doit couper sur ma pause déjeuner, si vous voulez, donc pire. Soit, ça me dérange pas. En espérant que ça vous dérange pas non plus. Pas trop, en tout cas. Bon. Donc, en parlant de repas, le problème numéro 1, on est dans un restaurant. Ça tombe bien, on est dans le thème. Et dans ce restaurant, il y a 3 menus. 3 menus distincts qui sont proposés. Le menu enfant, qu'on va noter juste E. Le menu adulte, qu'on va noter A. Et le menu senior, qu'on va noter S. Ok? S dans la suite de ce que je vais écrire, parce que c'est juste pour se simplifier un peu tout ce que je vais écrire. Et maintenant, on va suivre 3 familles qui sont allées manger à ce restaurant. Disons, imaginons que ce soit hier. Dont on connaît la composition, c'est-à-dire on sait quel genre de ces familles, quel genre de personnes dans ces familles sont allées manger dans ce restaurant, et on sait également ce qu'ils ont dû payer en total. Donc par exemple pour la famille 1, on sait qu'il y a eu 2 enfants, 2 adultes, et un senior, donc c'est-à-dire, on va dire un grand-parent, on peut imaginer ça, un grand-parent qui soit venu, et au total ils ont payé 62$. Ok? Pour la famille 2, nous avons 3 enfants, 2 adultes et 2 seniors. Cette fois-ci, cette famille 2 a dû débourser 84$. Enfin, la dernière famille, il y a 5 enfants qui sont venus, un adulte et 2 grands-parents, disons. Et cette fois-ci, ils ont dû débourser 89$. La question est donc, déterminez-moi la valeur des tarifs de chacun des menus, en supposant que chaque individu de chaque famille a pris le menu qui lui correspond. Ok. Alors pour résoudre ça, on va faire intervenir un système. Pour faire intervenir ce système, il faut donc faire intervenir des variables. Je vais noter X, le prix du menu enfant. Je vais noter Y, le prix du menu adulte. Et je vais noter Z, le prix du menu senior. Et puis je vais retraduire ce qui est écrit ici sous la forme d'un système d'équations. Donc le système d'équations que nous allons obtenir, pour la première famille, c'est donc 2x plus 2y plus 1z, donc z, est égal à 62. Pour la deuxième famille, 3x plus 2y
plus 2z est égal à 84. Et enfin, pour la dernière famille, 5x plus y, 1y, plus 2z est égal à 89. Donc voilà. Ah. Voilà. Voilà mon système d'équations. Et donc je vais vous montrer une manière de le résoudre. Ok. Et c'est cette manière de résoudre qui va correspondre à l'application de l'algorithme de Gauss-Jordan. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une suppression, en fait, pour ainsi dire, on va faire une suppression des variables au fur et à mesure de nos études de système. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va garder le premier système comme mémoire, le premier système d'équation comme une ligne de mémoire, et on va tout faire pour enlever une variable pour les deux autres. Alors en général, on va préférer faire les variables de gauche à droite. Ok. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on va essayer d'enlever le x des deux autres lignes. Pour ce faire, la première opération que nous allons faire, c'est diviser par 2 la ligne 1. Donc si je donne des noms, ligne 1, ligne 2 et ligne 3. En divisant par 2 la ligne 1, j'obtiens x plus y plus 1 demi de z est égal à 62 divisé par 2, donc 31. Ok, donc là je viens de faire ligne 1 devient ligne 1 divisé par 2. Et puis le reste du système, je le laisse tel quel, donc je l'aurais écrit. Voilà, 5x plus y plus 2z égale 89. Maintenant, si je veux enlever les x, ce qui serait pas mal à faire, c'est de multiplier par 3 la ligne 1 et puis de soustraire. Ben, c'est exactement ce que nous allons faire. Donc la ligne 1, je la laisse telle quelle. Et puis ce que je vais faire, c'est sur la ligne 2, je vais la remplacer par ligne 2 moins 3 fois ligne 1. Et puis la ligne 3, je vais la remplacer par ligne 3 moins 5 fois ligne 1. Alors n'hésitez pas à faire des détails de calcul. Moi, je vais y aller direct, en expliquant un petit peu à l'oral ce que je fais. Donc, je n'oublie pas de multiplier par 3 la ligne en haut. Hein. Donc, 3x moins 3x, ça dégage, il n'y a plus d'x. Donc la première ligne, je la réécris déjà. N'oublie ou pas. Donc, 3x moins 3x, au revoir. 2x moins 3x, 2y pardon, moins 3y, ça fait moins y. Et puis, 2z moins 3 demi de z, ça nous fera plus 1 demi de z. Ok, et puis le côté constant, 84, pardon, moins 3 fois 31. Donc 3 fois 31, ça fait 93. Je me retrouve donc avec moins 9. Ok, puis je recommence maintenant avec la ligne 3. 5x moins 5x, ça dégage, comme prévu. Y moins 5y, ça fera moins 4y. Et 2z moins 5 demi de z, ça fera moins 1 demi de z. Enfin, 89 moins 5 fois 31, alors là il faut s'approcher un petit peu. Donc 5 fois 31, ça fait 555. Et après je dois faire 89 moins 155. Donc 159, ça ferait 70. Donc 155, ça fera moins 76. Moins 66, pardon. Je recommence, j'ai fait 89 moins 155. Bon, très bien. Et donc comme prévu, on a bien enlevé les x de la suite de notre système. Alors maintenant on recommence l'opération partant des deux autres lignes là. Donc je recommence. La première ligne je la laisse telle quelle, puisque c'est, on va dire, une ligne mémoire si vous voulez.
La ligne 2, je la multiplie par moins 1. J'obtiens y, de façon à avoir une fois y. Donc j'ai y plus 1 demi, moins, oula, c'est pas plus, c'est moins, excusez-moi. Donc moins 1 demi de z est égal à 9. Ok. Et puis, je vais refaire l'opération, donc en partant de lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire ligne 3, donc là la ligne 2 est devenue moins ligne 2. Oups. Et puis là, la ligne 3 va devenir la ligne 3 plus 4 fois la nouvelle ligne 2 que j'ai écrite. Ok. Donc, 4 fois la ligne 2. Donc, les y vont s'en aller encore une fois. Les z, là je vais obtenir quoi? Je vais obtenir moins 1 demi plus 2, donc ça fera 3 demi. Et j'obtiens que 3 demi de z. Alors, 3 demi de z, ça va donc être égal à moins 66 plus 36. Donc ça fait moins 30. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Bon, d'accord, apparemment j'ai encore fait... Là aussi c'était un problème technique. Bon, très bien. Tant pis, on va continuer comme ça. Hein. En espérant que les solutions soient cohérentes. Bon. J'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur. Non, si, j'ai fait une erreur. Ok, attends. Dans 2 secondes. Bon, moins 30, ça c'est bon. Mais, moins 1 demi. Enfin, moins 2, du coup, puisque je multiplie par 4. Moins 2, moins 1 demi. C'est plutôt moins 5 demi. Ah. Et là, ça ressemble plus à ce que je veux. Très bien. Oh, j'aurais dit du brun si ça marche pas encore. Oui, désolé, ça c'est une expression du nord de la France. Du brun, ça veut dire, il y en a marre, si vous voulez. Il y en a assez. C'est une façon d'exprimer... Bref. Donc du coup, dans notre système d'équation, on obtient que z est égal à... Bon, les moins se simplifient, hein, donc 2 sur 5 fois 30. Et donc z égale 12. Très bien. Maintenant qu'on a la valeur de z, on peut remonter, on peut déterminer y en fonction de z. Y, c'est donc égal à 9 plus 1 demi de 12, puisque z égale 12 maintenant. Donc on va obtenir que y égale 15. Enfin, grâce à la première ligne mémoire, j'en déduis que x, c'est égal à 31 moins... Donc y égale 15, donc moins 15. Puis ensuite, je dois enlever moins 1 demi de 12, donc moins 6. Et ceci me donne 10. Et voilà. Donc j'ai résolu le système. Et maintenant, je suis capable de vous dire que le menu enfant était à 10 $, le menu adulte à 15 $, et le menu senior à 12 $. Ok? Donc vous voyez quand même que... Excusez-moi. Hein. Vous voyez quand même que il y a des variables qui se sont simplifiées hein, dans notre affaire. Au fur et à mesure, il semblerait qu'il y ait une méthode qui s'en ressort. Hein. D'accord, c'est pas n'importe quoi, c'est pas fait n'importe quoi. Je fais en sorte de supprimer des variables au fur et à mesure de mes calculs. Et ça m'a mené à ça. Ok? Bon, alors on va recommencer avec un autre exemple de problème.
Alors l'autre exemple de problème, donc le problème 2, va être le suivant. On a un cinéma avec 3 tarifs aussi. Donc il y a 3 paramètres encore une fois. Donc on a un tarif A de base, donc pour ceux qui ne viennent pas très souvent. Un tarif B pour ceux qui viennent occasionnellement. Bon. Ouais, elle est là. D'accord, donc ceux qui y vont occasionnellement, c'est-à-dire genre une fois, par exemple, une fois par mois. Et puis nous avons un tarif C qui correspond aux habitués. Ceux qui vont au moins une fois par semaine. Ok. Bon. Soutenons le cinéma au passage. Ça fait pas de mal. Et on va regarder 3 groupes. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc on va regarder 3 groupes de copains, ou de famille, ou autres, qui sont allés au cinéma. Et bon, alors, ces 3 groupes, ils ont certaines particularités. Donc, notamment, le premier groupe, il y a 8 personnes. Et dans ces 8 personnes, on sait qu'il y a 2 occasionnels et 2 habitués. Donc, il y a 2 habituels et 2 occasionnels. Okay, donc, il y en a 2 qui ont le droit au tarif ici, C, et 2 qui ont le droit au tarif B. En tout, ce groupe a dû payer 50 $. Ok? Maintenant, un autre groupe avec 10 personnes. Sauf que cette fois-ci, dans les 10 personnes, nous en avons 4 qui sont habitués. Et 3 qui sont occasionnels. Et pourtant, ils payent le même prix. 50 $. Enfin, on a un dernier groupe de 6 personnes. Avec 0 habitué et 1 occasionnel. Et encore une fois, ce troisième groupe doit payer en tout 50 $ pour assister à une séance. La question est donc, comme tout à l'heure, comme pour le restaurant, quelle est la valeur du tarif A, quelle est la valeur du tarif B, quelle est la valeur du tarif C? Bon, alors on rebelote, on retraduit. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, la belote c'est un jeu de cartes. Donc, et dans ce jeu de cartes, il peut arriver qu'on doit dire belote ou rebelote. Mais enfin voilà, c'est une de mes expressions aussi. Rebelote. Donc on refait la même chose. On va traduire ce problème sous la forme d'un système. Donc, si je note petit a, petit b, petit c, petit a le prix de base, petit b le prix occasionnel, petit c le prix habitué, nous allons obtenir le système suivant. Donc parmi les 8 personnes, nous en avons 4 qui ne sont pas, qui viennent rarement à ce cinéma. Donc 4 fois A, 2 occasionnels 2 fois B et 2 habitués 2 fois C. Pour le groupe suivant, nous en avons 7 ici, donc il reste 3 personnes qui sont donc des personnes qui ne vont pas très souvent à ce cinéma. Donc on se retrouve avec 3A, plus on a 3 occasionnels, donc 3B, plus 4C. 50. Ok. Et puis nous avons le dernier où il y a 6 personnes en tout. On n'a pas d'habitué, on a un occasionnel, donc on a 5 personnes qui doivent payer le prix de base. Plus donc un occasionnel plus B. Et là aussi on a 50. Ok, donc voilà notre système de départ. Et puis comme tout à l'heure, je vais refaire les mêmes manips que ce que j'ai fait juste avant. Dans un premier temps, je vais diviser par 2 la première ligne, par 4 la première ligne, pardon. Donc si je divise par 4 la première ligne, j'obtiens A plus 1 demi de B plus 1 demi de C égale 25 divisé par 2. Si vous préférez travailler avec les nombres à virgule, vous pouvez travailler avec les nombres à virgule. Moi, je vais juste tout faire pour garder les fractions du début à la fin.
parce que c'est préférable. Moi je trouve que c'est... On arrive plus facilement à voir les choses quand on travaille avec les fractions que quand on travaille avec les nombres à virgule. Si vous voulez mettre 0.5, 0.5 et 12.5, vous pouvez. Ok, donc j'ai ça. Et puis je vais faire comme tout à l'heure. Là, je vais multiplier par 3 cette nouvelle ligne. Et je vais la soustraire à la ligne 2. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite. Je vais faire plusieurs manipulations en même temps. Donc la manipulation que je vais faire là, c'est... donc, comme j'ai dit, je vais faire 3 fois celui-là. Et je l'enlève à celui-là. Donc 3A moins 3A, ça s'en va. 3B moins 3 demi de B, ça fait 3 demi de B. Et puis, 4 moins 3 demi, ça fait 5 demi de C. Et il reste à faire, je vais y arriver, donc 50 moins 3 fois lui, donc 3 fois lui, ça fera donc moins 25 demi. Ok, donc j'ai cette première équation. La deuxième, je vais refaire pareil. Donc, je multiplie par 5 cette ligne et je la soustrais à la ligne d'en haut. Donc, les A s'en vont. Les B, donc 5 demi moins plus 1, donc ça va faire moins 3 demi. Ok. Maintenant, pour les C, il n'y a que lui, hein, donc moins 5 demi de C est égal à, alors, cette fois-ci, j'ai 50 moins 5 demi de lui. Je dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Je revérifie, mais je crois pas. Alors attendez. Donc les A, ok. Les B, 5 demi, donc ça fait bien 3, moins 3 demi. 5 demi moins 0, moins 5 demi, ça d'accord. Et là je dois multiplier par 5, oui, donc il n'y a pas d'erreur. Donc je dois multiplier par 5, donc ça fait 125. 125. Et par rapport à 100. Alors j'ai dû faire une erreur avant. Ouais, c'est ça. Donc ici j'ai plus 25, ouais, c'est parce que je me disais, j'ai dû faire une erreur avant. Donc là j'ai 25 demi, et là j'ai moins 25 demi. Voilà, on va y arriver. 25 demi parce que nous avions 75 demi, auquel j'enlève 100 demi, donc du coup, c'est pour ça que ça se passait pas aussi bien. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il faut qu'il y ait un problème. Mais bon, j'espérais que le problème se passe un petit peu mieux parce qu'il pourrait se produire la chose suivante, que ici nous n'ayons pas la même chose et que normalement vous voyez là tout de suite que les deux lignes sont les mêmes là. Les deux lignes que je viens de vous écrire ici sont les mêmes. Donc ce qui est possible, il y a deux cas de figure possibles, soit ce cas de figure que nous avons ici, soit le cas de figure où les deux nombres qui sont ici n'ont rien en lien l'un par rapport à l'autre. Donc dans le cas de figure où les nombres n'ont pas de lien l'un par rapport à l'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à ce système. Ok ? Sauf que ici, donc là, il y a un lien entre les deux lignes, c'est-à-dire que du coup, on peut rester avec une seule des deux lignes, et on se rend compte que là, on a une infinité de solutions. Donc la résolution de ce système amène à une infinité de solutions. Donc nous avons ici une infinité de solutions. Ok. Nous avons ici une infinité de solutions, et cette infinité de solutions, on peut se rendre compte que, bon, comme je viens de le dire, cette ligne-là ne sert pas à grand chose, donc je vais me permettre de la barrer. Et puis, bon, on peut choisir une des valeurs A, B, C, et les autres vont se déduire automatiquement. Donc si on choisit une valeur de A par exemple, on déduit les valeurs de B et de C.
Par exemple, si on choisit une valeur de B, même phrase, on en déduit celle de A et de C. Et puis si on choisit une valeur de C, on en déduit alors une valeur de A et de B. Ok, donc c'est vraiment quelque chose d'un peu particulier, où on voit que là on a une infinité de solutions possibles. Donc si vous me donnez par exemple, disons que le tarif des moins habitués c'est 10, ou peut-être 9, disons, bah, si je vous dis 9, bah, vous êtes capable de me trouver B et C, des valeurs de B et C. Si vous me dites 10, je suis capable de trouver des valeurs de B et C, mais qui vont être différentes, etc., etc. Donc là, on a une infinité de solutions. Et en fait, bah, cette question de savoir s'il y a un nombre fini de solutions à ce système d'équations et tout ça, bah, c'est très lié à ce qui se passe si on étudie les matrices qui sont derrière ces systèmes d'équations. Puisque comme je vous l'avais dit dans les motivations du cours 4, là, du cours 4, je vous avais dit qu'il y a aussi la résolution de systèmes d'équations qui font intervenir des matrices. Bon bah, c'est maintenant que nous allons voir en quoi les matrices interviennent dans ces systèmes d'équations. Et nous allons voir que, en fait, la méthode que je viens de vous donner, là, ce genre de méthode qui apparaît là, je vais vous le donner de manière un petit peu plus théorique, pour vous dire globalement comment ça marche, de manière générale, si je vous donne une matrice quelconque, comment ça marche. Et puis, nous allons nous rendre compte que cette méthode de résolution peut nous permettre de savoir si une matrice est inversible, et en plus, peut nous permettre de déterminer une inverse. Donc c'est tout l'objet de ce cours. En espérant l'avoir bien motivé, malgré le fait que je mangeais en parallèle. Encore une fois, désolé pour la gêne occasionnée. Mais bon, il fallait vraiment que je le fasse maintenant, sinon j'aimerais bien quand même que vous ayez cette vidéo aujourd'hui, quitte à la voir le soir, plutôt que de la voir mercredi encore. J'ai pas envie qu'on se retrouve encore avec ce genre d'affaires. Donc j'essaie de faire au mieux. Bref. Donc notre deuxième partie, on est parti pour aller vers l'algorithme de Gauss-Jordan. Vers l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc la première partie, on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que ces trucs-là qu'on vient de faire sur les lignes. Ok, on va voir un petit peu plus précisément ce qu'on vient de faire sur les lignes. Et donc on va appeler cette première partie opération élémentaire de ligne. Et de colonnes, puisqu'il est possible aussi de faire des choses sur les colonnes. Ok. Bon, on est parti pour une définition. Donc définition, soit M une matrice, alors une matrice qui n'est pas forcément carrée, donc soit M dans MNP de R, donc N ligne P colonne. Alors on définit les opérations élémentaires de ligne comme ci suit. Donc nous avons trois types d'opérations. La première, c'est de multiplier par un nombre une ligne donnée. D'accord? Donc multiplication par k, un nombre réel. Alors attention, k différent de 0. Une ligne i. La ligne i de m. Alors cette opération, nous la noterons Li de k. Ok? Deuxième opération, on peut échanger des lignes dans notre affaire. Donc, échanger ligne i
avec ligne J. Cette opération, nous la noterons LIJ. LI, virgule J. Voilà, donc ça c'est une autre opération possible. Alors je cherche mon truc pour effacer, il est là. Puis il reste une troisième opération possible. Et puis nous allons le voir dans un exemple, comment ça marche, ce truc-là. Donc, une dernière opération à voir, c'est 3 additionner K fois la ligne I. Donc encore une fois, K différent de 0. Donc K fois 1 à la ligne J. Donc bien sûr, I doit être différent de J dans notre affaire. Donc là, 1, et cette opération, nous la noterons LIJ de K. Donc voilà les trois opérations particulières qu'on peut faire sur les matrices, opérations élémentaires de ligne, comme on va les appeler ici. Et puis on va faire un exemple pour bien comprendre comment ça marche. Donc considérons la matrice suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oups. 10, 11, 12. Donc la matrice 4 lignes, 3 colonnes, ouais. Donc M, 4, 3 de R. Bon, alors qu'est-ce qui se passe si j'applique par exemple L1 de 2 à ma matrice? Alors je mettrai comme ceci, on va dire ça comme ça. Pour appliquer quelque chose à une matrice, on mettra des crochets. Donc appliquer une opération sur une matrice, on mettra des crochets comme ça. Donc L1 de 2 appliqué à la matrice M, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que je vais multiplier par 2 la ligne 1. Autrement dit, je vais avoir 2, 4, 6. 4. Et le reste, j'y touche pas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà ce qui se passe si je fais LI2, 2. Donc L1 de 2 sur M. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais L1, 3 appliqué à ma matrice? Alors si je fais L1, 3, je vais échanger la ligne 1 avec la ligne 3. Donc je vais me retrouver avec 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 10, 11, 12. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai échangé la ligne 1 avec la ligne 3. Enfin, qu'est-ce qui se passe si je fais L1, 2, 2, moins 4? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la ligne appliquée à M, ça veut dire que sur la ligne 2, je dois additionner, donc sur la ligne 2, je dois additionner la ligne 1 fois moins 4, cette ligne 1. Donc autrement dit, je m'en retrouve avec, donc la première ligne, j'y touche pas, et la deuxième ligne, là je dois faire 4 moins 4, donc 0, 5 moins 8, puisque 2 fois moins 4, ça fait moins 8, 5 moins 8, ça fait moins 3, et 6 moins 12, ça fait moins 6. Puis après, le reste, j'y touche pas. 8, et 10, 11, 12. Donc voilà comment ça marche les opérations sur les lignes de nos matrices là. Donc évidemment on peut faire d'autres exemples pour bien comprendre comment ça marche. Ok. Alors les opérations colonnes, on peut les définir de la même manière. Même principe. D'accord? Donc je vais aller un petit peu plus vite pour définir les opérations colonnes. Donc j'ai toujours M, une matrice dans MNP. Puis les colonnes, donc si je pose
pour les colonnes, on a l'opération 1 qui est de multiplier une colonne I par K, qu'on note CIK. On a la possibilité d'échanger de colonnes, CIJ. Et puis on a la possibilité également d'additionner K fois la ligne I sur la ligne J. Donc voilà, donc pour I différent de J et K différent de 0. Ok, donc là j'écris pas toutes les phrases, mais c'est assez similaire à ce qui s'est passé avec les lignes. Ok. Bon. Alors, à partir de ces notions de colonnes et tout ça, il existe des notions de lignes équivalentes, de matrices, de matrices qui sont lignes équivalentes et des matrices qui sont colonnes équivalentes. Ok. Avançons alors. Les choses tranquillement. Donc, définition. Donc, soit deux matrices A et B dans MNP, donc les deux sont de même dimension de R. On dit que donc, A et B sont des matrices lignes équivalentes. Donc ligne équivalente si et seulement si il existe une suite d'opérations sur les lignes de A pour atteindre la matrice B. Autrement dit, B, c'est égal à une première opération, donc je sais pas, je vais mettre comme ceci, L de 1 parenthèse, une deuxième opération, jusqu'à une pème opération, disons, appliquée à la matrice A. Alors d'ailleurs, il faut faire attention à l'ordre de ces applications, donc je vais me permettre de faire attention. Donc on a une première opération, une deuxième opération après la première. Donc il vaut mieux que j'écrive comme ça. Okay. Donc elles sont lignes équivalentes s'il y a moyen, par une suite d'opérations entre les lignes entre les lignes tout simplement, les opérations que nous avons vues, opérations élémentaires, s'il y a une suite d'opérations élémentaires entre les lignes qui me permettent de passer de A vers B. Okay. Et on a le même genre de définition pour les colonnes. Hein. Donc même genre de définition pour les colonnes, les matrices colonnes équivalentes. Donc les matrices colonnes équivalentes. Ok, donc toutes les matrices qu'on a vues dans l'exemple d'avant sont lignes équivalentes à la matrice qu'on avait de départ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, toutes les matrices qu'on a obtenues, voilà, bon. Très bien. Ok, alors après la question qui s'en vient, c'est peut-être de savoir à quelles conditions est-ce que des matrices sont-ils lignes équivalentes, colonnes équivalentes, des choses comme ça. Bon, on peut se poser des questions comme ça, très bien. On va en parler un petit peu après, j'aimerais juste dire une première chose qui va être sous la forme d'une propriété. Et puis ensuite, j'aimerais faire une remarque concernant l'application de ces opérations sur les lignes ou sur les colonnes. Puisque ces opérations, en fait, peuvent se ramener à une multiplication par une matrice. Donc,
La première chose que je veux dire, c'est la propriété suivante. Toute opération élémentaire sur une ligne, bien évidemment il y a son pendant sur une colonne, admet une opération inverse. D'accord? Donc si je vous donne une opération, soit le fait d'échanger les lignes, soit le fait de multiplier une ligne par un nombre réel non nul, soit le fait d'additionner à la jème ligne la ligne i k fois, il y a toujours moyen de faire une opération inverse. Donc là par exemple, l'opération inverse de multiplier par un nombre k une ligne, donc je vais écrire -1 pour dire que je suis en train de faire l'opération inverse. Donc l'opération inverse de ça, c'est en fait multiplier par 1 sur k. D'accord? Si je multiplie par 2 et que je divise par 2, je retombe sur la ligne de départ. D'accord? Donc on a ça. L'opération inverse d'échanger les lignes i et j, bah, c'est en fait de rééchanger les lignes i et j. Donc en fait l'opération inverse, c'est la même que l'opération de départ. Si vous échangez i et j puis que vous rééchangez i et j, vous retombez sur la matrice de départ. Et enfin, la dernière opération inverse, c'est si je fais LIJ K, donc c'est-à-dire que j'ajoute K fois la ligne I à la ligne J, et bien l'opération inverse, c'est en fait d'enlever K fois, donc moins K. Enlever K fois la ligne I sur la ligne J. Okay, donc voilà la preuve, donc ça peut servir de preuve, et les explications que je vais te donner à l'oral, je pense que ça permet de rendre les choses assez claires. Donc voilà une preuve que toute opération élémentaire sur les lignes admet un inverse, et donc c'est-à-dire qu'on peut très bien aller dans un sens mais aussi dans l'autre. Et sur les colonnes, on peut faire le même genre de truc, de processus. Donc voilà, c'est aussi assez intéressant. Ok. Alors maintenant, je vais faire une remarque concernant les matrices, parce que c'est là un peu l'enjeu de ce qui suivra après avoir expliqué comment marche l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc ça, c'est une remarque. Je vais vous proposer de faire une multiplication juste sur un exemple, pour que vous voyez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si je fais... Alors... Voilà. Si je multiplie cette matrice-là par la matrice, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce qui se passe si je fais cette multiplication-là? Bon, ben, on est parti alors. Donc, on a bien compris comment marche le schéma. On va avoir 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Ensuite, donc là on va avoir 14 plus 4, 18. Ensuite on a 5 plus 16, je vais y arriver, 21. Et puis on a 6 plus 18, 24. Ouais, 24. Ok. Et puis la dernière, 7, 8, 9. Ah! Ce que vous devez remarquer là, c'est que, de toute façon je l'ai fait en faisant le calcul, c'est que ce que vous avez obtenu, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis passé de cette matrice à cette matrice? Bah, cette ligne-là, la ligne 2, est devenue ligne 2 plus 2 fois ligne 3. Autrement dit, cette matrice-là, c'est la même chose que L
L, donc j'ai ajouté la ligne 2 à la ligne 3, donc L de 3 de 2, appliqué à la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne sais pas si vous voyez un peu où est-ce que je veux en revenir, mais en fait, les opérations qu'on fait ici, ça revient à multiplier par des matrices particulières. C'est ça que je veux mettre en avant, en fait. Ok ? Donc, pour dire les choses autrement, si je considère, donc soit, je vous fais l'exemple, c'est juste pour vous montrer comment ça marche, et puis je vais vous montrer que, en fait, ces opérations, c'est lié à des matrices. Donc, soit la matrice EIJ, telle que, en fait, je veux que la matrice, donc c'est la matrice, donc soit la matrice EIJ définie, enfin, telle que toutes ces entrées, on va dire ça comme ça, telle que toutes ces entrées, donc tous les coefficients sont nuls, sauf le coefficient en ligne I et colonne J qui vaut 1. Alors encore une fois, si cette phrase n'est pas claire, un exemple, si je prends E de 3, cette matrice-là, c'est la matrice 0, 0, 0, 0, 0. Là, je suis à la ligne 2, colonne 3, donc je vais mettre un 1. Et après, il n'y a que des 0. 0, 0. Hop. Donc ça, c'est E de 3. Si je fais, donc dans une matrice 3, 3, bien sûr, parce qu'il faut préciser aussi la dimension dans laquelle on travaille, mais bon, là, je suis en train de travailler dans une matrice 3, 3. Donc je vais peut-être préciser ici, de taille n. Je vais l'écrire quelque part juste pour qu'on soit OK. Mn de R. Donc tel que... Désolé, c'est peut-être un peu serré, mais c'est juste pour préciser que la matrice, je la prends de taille n. Donc si j'écris ça, E3, enfin E de 3, 3 en haut, ça veut dire que je dois prendre une matrice 3, 3, dans laquelle je dois placer un 1 en deuxième ligne, troisième colonne. Si je veux regarder E1, E1, 2 de 4, je dois faire une matrice 4, 4, ou à la ligne 1, colonne 2, donc ici, je dois avoir un 1. Et là, je dois faire une matrice 4, 4. Voilà, comme ça, on sera OK avec la notation. Donc voilà, donc les matrices EIJ, là, elles vont avoir comme intérêt que elles vont avoir comme intérêt la chose suivante. En fait, l'opération LIJK, donc faire LIJK de M, où M est une matrice. Donc pour pouvoir faire la multiplication de deux matrices, il faut que le nombre de colonnes qu'il y a dans une matrice comme ça correspond au nombre de lignes de M. Donc là, je vais mettre que la matrice M a pour coefficient, a pour taille n fois P. Eh bien, LIJ de K appliqué à M, ça revient à la même chose que de multiplier par l'identité, puisque si on oubliait le 2 et qu'on mettait un 0, on aurait l'identité. Donc c'est l'identité plus K fois cette matrice élémentaire en IJ fois la matrice M. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Donc voilà comment on pourrait s'en sortir si on devait expliquer comment nos opérations fonctionnent. On a un moyen d'expliquer comment nos opérations fonctionnent. Donc là, je vous l'ai fait pour LIJK de M. Je peux refaire la même chose pour les deux autres opérations. Donc par exemple, multiplier par K une ligne. Donc LI de K appliqué à une matrice M. Ça revient à multiplier par la matrice identité. Et après, il faut faire plus
K-1 fois EII N. Donc autrement dit, si je fais, si vous voulez, je peux faire un exemple, comme ça au moins c'est plus clair. Donc si je fais l'exemple de la matrice, donc 1, 2, 1, comme ça. Donc ça revient à la même chose que... Pardon. Donc ça revient à la même chose que I3 plus E2 de 3. Donc ici K égale 2. Donc si je fais ça et que je multiplie par la matrice M, que j'ai au début là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc si je fais ça, fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je fais cette multiplication-là, je vous demande de le vérifier par vous-même, et bien vous allez bien obtenir 1, 2, 3, et vous multipliez par 2 la deuxième ligne, donc je vais obtenir 8, 10, 12, 7, 8, 9. Ok? Et enfin, il reste une opération que je n'ai pas encore expliquée, et bien je vais l'expliquer maintenant. La dernière opération est la suivante. Donc la dernière opération, c'est échanger la ligne I avec la ligne J. Donc cette dernière opération, je dois faire la matrice IN, auquel j'enlève il faut que j'enlève EII, EJJ, mais que j'ajoute, donc elle est un peu moins simple à écrire, plus EIJN plus EJIN. Donc si je fais ça, ça revient à la même chose que LIJ appliqué à M. Bon, elle est un peu moins simple à écrire celle-là, mais si je vous montre encore une fois un exemple, ça va vous paraître un peu plus clair. Bon, c'est une aparté, mais c'est pas une aparté si négligeable que ça, parce que ça expliquera pourquoi, en fait, ces méthodes permettent de déterminer une inverse pour certaines matrices qui le seront inversibles. Ok ? Donc, LIJ, blablabla. Alors, je vais juste faire un exemple pour celui-là. Donc, si je fais... Alors, I3, je vais rester avec mon exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, si je fais I3 moins... Allez, disons, on va échanger la ligne 1 avec la ligne 3. Donc, je vais faire 1, 1, 3, moins E, 3, 3, 3, plus E, 1, 3, 3, plus E, 3, 1, 3. Donc cette matrice-là, ça correspond à quoi? Ça correspond à prendre, je prends toute la diagonale, donc 1, 1, 1, et je mets que des zéros pour l'instant. Je dois enlever celui qui se trouve en 1, 1, donc 1 moins 1, 0. Je dois enlever celui qui est en 3, 3, donc je l'enlève. Et puis ensuite, j'en ajoute 1 à 1, 3, donc je vais mettre un 1, ligne 1, donc ici plutôt. Voilà, ligne 1, colonne 3. Et je dois mettre un 1 en ligne 3, colonne 1. Voilà la matrice que j'obtiens. Et donc j'affirme, et là encore une fois je vous laisse le vérifier, que si je fais la multiplication suivante, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et bien je vais bien obtenir 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ok? Donc vraiment, voilà, ces opérations qu'on est en train de donner là, peuvent s'écrire sous la forme de matrices, de produits de matrices. Ok? C'est la même chose pour les colonnes, sauf que pour les colonnes, c'est les mêmes matrices qui sont en jeu, le même genre de matrices qui sont en jeu, sauf que la multiplication se fait de l'autre côté. Ok? Donc ça, je vais peut-être le dire. Pour les opérations colonnes, nous effectuons les multiplications
Donc là, les multiplications qu'on fait, c'est à gauche. Pour les colonnes, c'est de l'autre côté qu'on doit le mettre. Donc c'est une multiplication à droite. Ok? Donc là, c'est à gauche de la matrice, à droite de la matrice. Donc nous effectuons des multiplications à droite par le même genre de matrice. Donc si je vous montre encore un autre exemple, juste pour vous convaincre qu'en effet les colonnes, ça marche aussi d'une manière similaire. Donc, juste pour vous en convaincre, si je fais, disons que je fais la multiplication dans l'autre sens de ce que j'ai là. Donc si je fais, excusez-moi. Hop. Donc si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que je multiplie par... que je multiplie par 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ce qui doit se passer, c'est que je dois échanger la colonne 1 avec la colonne 3. C'est normalement ce qui doit se passer. Bon, on peut le vérifier. Donc là, j'ai 3. Là, j'ai 6. Là, j'ai 9. Ensuite, là j'ai 2, là j'ai 5, là j'ai 8, là j'ai... attendez, là j'ai... oui, attends, je vais un peu vite là. 1, 4 et 7. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai bien échangé la colonne 1 avec la colonne 3. C'est exactement ce qui s'est passé. Ok, donc voilà. C'est pour ça que les opérations qu'on fasse aux colonnes ou en ligne, en soi, c'est pas forcément la chose le plus dérangeante. Voilà. Mais ce que je veux vraiment insister, là-dessus, les opérations que nous faisons là ont un sens avec les multiplications de matrices. C'est pas n'importe quel type d'opération qu'on a choisi de faire. Ok, donc vraiment. Vous allez mieux comprendre pourquoi je dis ça dans la deuxième partie du cours. Vous allez mieux comprendre pourquoi je dis ça, parce que vous allez voir en effet que grâce à l'algorithme de Gauss-Jordan, on pourra, suivant certaines conditions, donc suivant si on peut aller jusqu'au bout, on pourra inverser des matrices. Et donc l'inversion des matrices, ça va être justement dû à cette question-là de multiplication par les matrices qui se trouve derrière. On ne va pas utiliser en tant que telle ces multiplications de matrices, mais on va faire en sorte de garder en mémoire en fait une certaine matrice identité qui va prendre en même temps les opérations et qui va nous permettre de mettre en avant quel est l'inverse de la matrice, si toutefois la matrice est bien inversible. Bon voilà, donc je vais certainement m'arrêter là-dessus pour l'instant. Pour cette première partie, je vais tout de suite enchaîner avec la deuxième partie. Cette première partie, je vais la mettre tout de suite en ligne, en espérant que ça ira pour que ça arrive d'ici ce soir. Comme d'habitude, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et puis sur ce, on se retrouve sur la deuxième partie de ce cours 5. Salut à tous!